Très bien. Déjà, bonjour à tous, bonjour à tout le monde. Merci d'être présent aujourd'hui pour cette conférence. On va parler aujourd'hui d'hypnose et d'émotion. Alors je ne vous cache pas le fait qu'il y ait tout ça à mettre un peu en place, que je sois un peu en retard. Depuis quelques temps, j'ai une petite boule là au ventre. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui, de comment naissent, comment les émotions influencent notre vie au quotidien. Et puis comment l'hypnose fonctionne elle aussi, et du coup comment l'hypnose va permettre de travailler sur ces émotions, d'arriver à se libérer des émotions qui pour certaines nous bloquent. Alors je vais commencer par me présenter, moi je m'appelle Vincent Baudry, je suis praticien en hypnose depuis, ça fait bientôt 2 ans que je suis installé en cabinet. Ça fait un peu plus de 5 ans que je m'intéresse à l'hypnose, que je me suis formé, que j'ai exploré différentes pistes. Et au final je m'aperçois que souvent la plupart des problématiques qu'on va pouvoir traiter avec l'hypnose sont liées aux émotions. Parce qu'en fait, on considère de nos jours que le mental gère beaucoup de choses. Et dès qu'il s'agit de gérer une émotion ou de changer un comportement ou de changer quelque chose, on s'aperçoit que le mental seul n'est pas capable de le faire parce qu'on a tous ces ressentis, toutes ces choses-là qui nous viennent et que le mental ne contrôle pas. Typiquement, on ne peut pas décider mentalement d'être triste ou d'être joyeux. Il y a certains acteurs qui arrivent à le faire et ils font des formations pour ça, l'acteur studio et tout ça. Sauf qu'au final, on s'aperçoit qu'ils vont utiliser les mêmes ressorts que ceux qui nous créent les émotions pour arriver à les vivre. Et ce n'est pas mentalement qu'ils le décident, ils utilisent la mécanique des émotions. Donc dans un premier temps, je vais vous présenter ce que sont les émotions, comment elles fonctionnent, comment elles arrivent, comment elles interviennent en nous. Ensuite, je vous présenterai l'hypnose. Qu'est-ce que c'est que l'hypnose, comment ça fonctionne, quelle est ma vision à moi de l'hypnose, parce qu'on verra qu'il n'y a pas de vraie définition officielle de l'hypnose. Donc ça sera ma vision à moi. Et puis ensuite, je vous présenterai ou je vous expliquerai comment l'un peut aider l'autre. Alors, les émotions. Si on prend la définition de base du mot émotion, c'est un ensemble, un état affectif intense caractérisé par des troubles divers. Pâleur, accélération du pouls, etc. C'est les boules au ventre, c'est le fait qu'on rougisse, etc. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que émotion, ça vient de ex movere. En gros, en latin, ça veut dire de là d'où vient le mouvement. Une émotion, c'est quelque chose qui est censé nous mettre en mouvement. Quand on ressent une émotion, c'est qu'on a une partie de nous qui veut qu'on fasse quelque chose. Alors c'est amusant parce que parfois il y a certaines émotions qui au contraire vont nous bloquer, vont nous figer, nous empêcher d'avancer. Mais à la base, une émotion c'est plutôt un moteur, c'est quelque chose sur lequel on devrait pouvoir s'appuyer pour avancer. Les émotions, suivant les grilles de lecture, suivant les gens qui se sont penchés dessus, on en a classifié 5, parfois 6 principales, qui sont celles qui sont les plus reconnues, les plus communes, celles qu'on peut même percevoir chez l'ensemble de la population mondiale de la même façon, avec les micro-expressions. Comment il s'appelait j'ai oublié son nom, mais quelqu'un qui a travaillé justement sur toutes les micro-expressions. Ça va me revenir à un moment. Il a travaillé aussi dans le film Lie to Me. Vous voyez cet expert qui, en fonction du visage des gens, en fonction de ce qu'ils disent, va être capable de dire s'ils mentent ou pas. Parce qu'en fait, on a tous les mêmes fonctionnements au moment où une émotion particulière nous arrive. Une des 5 principales qu'on va voir là, qui sont la joie, la tristesse, le dégoût, la colère et la peur. Pour chacune de ces émotions, les signes visibles de cette émotion, les micro-expressions qui arrivent, sont toujours les mêmes. Dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, même parfois chez les animaux. Chez les grands singes, etc., le dégoût, c'est toujours le nez qui se plisse comme ça, qui se relève. La tristesse, c'est les paupières qui s'abaissent un petit peu. La colère, c'est quand on fronce les yeux. Et il y a tout un tas de petits signes comme ça qui sont similaires chez tout le monde. Alors, ces émotions-là ne sont pas les seules qui existent. Maintenant, toute la gamme, toute la palette des émotions qui existent va être une combinaison de ces différentes émotions. Alors, vous avez certainement reconnu le film bien connu, j'ai trop de mémoire aujourd'hui, voilà, vice versa. Et donc voilà, ces différentes émotions combinées entre elles, quand elles se mélangent, quand elles travaillent ensemble, vont donner lieu à toute la palette des émotions possibles. Si on prend
La joie plus la peur, ça fait la surprise. Alors parfois la surprise est mise dans les émotions de base, c'est pour ça que là j'en parle. Si on prend la tristesse plus la joie, c'est la mélancolie. Au moment où on se rappelle de joies qui sont passées, puis on est un peu triste qu'elles soient passées, c'est une forme de mélancolie. Et on a comme ça toutes les, je ne sais pas si vous voyez bien toutes les, on a toutes les combinaisons possibles de toutes ces émotions. Ensuite, comment ça marche une émotion ? Qu'est-ce qui déclenche une émotion et comment ça se met en place ? Tout d'abord, on commence par avoir un stimulus, quelque chose qu'on va voir, quelque chose qu'on va entendre, quelque chose qu'on va percevoir, quelque chose qu'on va se dire, ça peut être un stimulus interne. Et ce stimulus, dans les quelques microsecondes qui suivent, va être comparé à notre base de données interne des émotions. En fait, cette base de données interne des émotions, on la crée au fil de notre vie. Depuis tout petit, on apprend que quand il y a telle chose qui se passe, je dois ressentir ça. Ou c'est ça que j'ai ressenti et ça a bien fonctionné, donc je vais continuer à ressentir ça. Ça peut être une peur de quelque chose, ça peut être de la joie, de la tristesse. Et on remplit cette base des émotions sans trop s'en rendre compte parce que ça commence vraiment tout petit, peut-être même avant même de naître. On a certaines émotions qui peuvent passer de la mère au fœtus. Et cette base d'émotions se remplit. Et dès qu'un stimulus revient, on le compare, ok, tel stimulus, un truc qui m'arrive par surprise, est-ce que j'ai peur, est-ce que ça me fait rire, est-ce que je me mets à pleurer À ce moment-là arrive la réaction physiologique, cette fameuse micro-expression, le fait de rougir, la boule dans le ventre, les choses comme ça. Tout ça, ça a pris quelques microsecondes. Le stimulus arrive, notre ordinateur interne compare à la base de données, on commence à réagir, et seulement à ce moment-là, on prend conscience qu'on a cette émotion-là. C'est-à-dire qu'avant même qu'on en ait conscience, l'émotion est déjà arrivée, tout le chemin a déjà été fait. Et puis, à ce moment-là, le cycle va commencer à tourner. Parce qu'une fois qu'on prend conscience qu'on a cette émotion-là, on va être dans un processus d'auto-alimentation de l'émotion. On va se mettre en colère d'être en colère. Il y a un truc qui nous énerve. Ah mince, je suis énervé, et puis du coup on va se régénérer tous les stimulus, puis c'est encore ça, puis c'est toujours la même chose, et du coup on auto-alimente, on recrée les stimulus, cette fois-ci plutôt internes, qui sont de nouveau comparés à la base de données, qui recréent des réactions, et l'émotion va pouvoir monter et rester pendant un certain temps. C'est ok pour tout le monde avec ça ? Du coup, ce qu'on peut retenir des émotions, c'est que tout d'abord, c'est un processus inconscient. On ne contrôle pas ce processus. On a un stimulus qui arrive. Je prenais un exemple parfois. Imaginons que quand vous étiez à l'école, vous étiez petit, vous aviez un maître ou une maîtresse, mettons qu'il avait un nez un peu particulier. Si ce maître-là ou cette maîtresse-là, vous étiez super bien avec elle ou avec lui, que ça se passait super bien, plus tard dans votre vie, vous avez un nouveau patron, il a un peu le même nez. Ils vous disent « Ah, ce gars-là, je me sens bien avec, j'ai envie de travailler avec lui ». Et à l'inverse, si ce maître ou cette maîtresse que vous aviez à l'époque, c'était une torture, que vous n'en pouviez plus, etc., tous les gens qui vont avoir cette petite ressemblance vont dire « Je sais pas, mais un truc je ne sens pas avec cette personne-là ». Et ça, c'est complètement inconscient. L'être humain est fait de cette façon-là qu'on a tendance à aller vers ce qui nous procure les émotions qu'on considère agréables et à fuir celles qu'on considère désagréables. Mais on ne le sait pas. C'est quelque chose de purement inconscient. Il y en a certaines qu'on se rend compte, au bout d'un moment, le mental arrive à voir certaines choses, mais il y a des choses qui sont vraiment purement inconscientes. Et c'est des choses qui sont issues de nos apprentissages, issues de toutes les expériences de vie qu'on a pu passer. Ce fameux prof, est-ce qu'il était sympa ou pas sympa? Et du coup, si la tête qu'il a, si quelqu'un a la même tête, est-ce qu'elle me revient ou est-ce qu'elle ne me revient pas? Ensuite, c'est intéressant de voir aussi que c'est auto-alimenté. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un premier stimulus qui nous génère l'émotion. Et après, si on n'a pas conscience de ça, on va avoir tendance à auto-alimenter et à grossir le truc. Alors que parfois, quand on en prend conscience, on peut se dire « Ah tiens, ok, là je sens que je suis énervé, ce qui m'a énervé c'est ce truc-là parce que je sais que ce truc-là ça m'énerve, donc je renchéris pas et ça peut permettre de gérer un petit peu mieux ses émotions. Ça n'empêche pas de les ressentir dès le départ. Ensuite, les émotions, c'est ressenti différemment selon chaque personne. Il y a des gens qui vont adorer se faire peur.
Et pour eux, la peur, ce sera une émotion agréable. Ils vont faire des grands 8, ils vont faire des maisons des horreurs, ils vont regarder des films d'horreur. Et il y a des gens pour qui la peur sera une émotion insupportable. Et de là, alors, ça vient aussi de nos apprentissages et ça fait que on ira plutôt vers certaines choses ou plutôt vers d'autres. Effectivement, c'est ça, c'est qu'elles peuvent être perçues comme agréables ou désagréables. Moi, je pars du principe qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Comme je vous disais, une émotion, c'est quelque chose qui est censé nous mettre en mouvement. C'est un message qui nous vient de nous-mêmes par rapport à notre construction, par rapport à notre fameuse base de données, qui nous indique que, ok, là, on est dans telle situation. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise émotion. Et je crois que le plus souvent, si on a tendance à classer des émotions dans le désagréable et qu'on va chercher à les fuir, à les cacher sous le tapis, plus on fait ça avec une émotion, plus elle a tendance à revenir en force, à passer par d'autres moyens. C'est-à-dire que si on ne l'écoute pas, si on ne la laisse pas s'exprimer, ça va finir par s'exprimer dans le corps. Souvent, les émotions ont tendance à s'ancrer dans le corps, à se matérialiser, à se somatiser. Des gens qui en ont souvent par-dessus la tête finissent par avoir des migraines. Les gens qui en ont plein le dos font des lombalgies. Et les émotions peuvent avoir cet effet-là. Voilà pour les émotions. Est-ce que ça parle à tout le monde ? Oui, encore un autre petit résumé. Donc, par nature, on cherche à... voilà, ça je vous l'ai dit. On recherche ce qui nous est agréable, on évite ce qui nous est désagréable. Comme c'est très rapide, conditionne nos choix. Parfois, on ne se rend pas compte pourquoi on va plutôt vers telle personne ou telle autre, ou on va plutôt vers telle chose ou telle autre. Parce que à l'intérieur de nous, il y a une partie qui sait qu'on va ressentir telle ou telle émotion, et que du coup, on va plutôt y aller ou pas y aller. Ça va ça va influencer, je vais toujours le mettre à un moment, tout ce qui est nos comportements, toutes les différentes addictions. Parce que quand il y a une émotion qu'on considère comme désagréable, que ça fait un moment qu'on essaie de la fuir et puis qu'elle revient en force, on va se dire « Ah bah oui, mais quand je prends ma petite cigarette ou quand je bois mon verre, ce truc-là peut s'en aller » et on n'a pas forcément conscience qu'il y avait cette émotion au départ. On s'aperçoit juste qu'au final, on est en train de boire son verre et que ça va mieux, mais ça demande parfois un certain recul pour aller travailler là-dessus. Et en plus, comme elles sont issues de nos plus anciens apprentissages, depuis tout jeune, en fait, ça nous paraît normal. On dit, bah oui, je suis comme ça. On ne se pose même plus la question de savoir ce qu'on ressent parce qu'il se passe quelque chose. C'est, ok, je suis comme ça, donc je sais que c'est ça qui va me permettre de me sentir mieux, mais on n'a pas forcément... On ne se dit pas forcément que c'est différent pour les autres. C'est intéressant des fois d'observer et de se dire que deux personnes vont réagir de façon complètement différente par rapport à une même situation. Parce que les apprentissages ont été différents. Et ça permet aussi de prendre du recul, de se dire, ok, tiens, comment je fonctionne moi? Quel est mon mécanisme à moi? Donc cette fois-ci, voilà pour les émotions, c'est terminé. Je vais vous parler maintenant de l'hypnose. L'hypnose, comme je disais, il n'y a pas de vraie définition. C'est quelque chose de très subjectif, l'hypnose. C'est quelque chose qu'on vit de l'intérieur. Et en ça, donner une définition objective de quelque chose de subjectif, c'est pas très facile. Chaque personne le vit à sa façon. Et en plus, quand on parle d'hypnose, on parle de 3 choses différentes. On va parler de l'état d'hypnose. Quel est cet état particulier, cet état modifié de conscience dans lequel on arrive et qui nous permet de créer ces changements, d'aller travailler sur ces différentes choses. Donc, il y a l'état. Il y a des techniques. Ah, lui, il fait de l'hypnose. Ok, il utilise des techniques de communication qui permettent à une personne d'atteindre un état d'hypnose. C'est un praticien en hypnose, voilà. Donc c'est la technique d'hypnose. La technique pour atteindre l'état. Et ensuite, il y a les capacités de changement qu'on peut avoir avec l'hypnose, toutes les techniques de changement, c'est-à-dire des cheminements de pensée, des modes de réflexion qui, alliés à l'état d'hypnose, vont permettre de reprogrammer un peu notre cerveau, de changer des apprentissages, de modifier certaines choses. J'ai l'impression que j'ai toujours un slide de retard, en fait, je vous dis. Donc, pas de définition officielle, un mot pour plusieurs choses, voilà, je l'ai dit. Beaucoup d'idées reçues. Souvent, en hypnose, il y a quelqu'un qui va prendre le contrôle sur moi, je vais me retrouver à faire la poule quelque part. C'est amusant, cette notion de perte de contrôle. Je pense que pour perdre quelque chose, déjà, il faut l'avoir. On s'aperçoit bien que sur les émotions, on ne contrôle pas grand-chose. Moi, je dirais que plutôt que l'hypnose, c'est une autre façon de reprendre le contrôle sur soi. C'est de s'apercevoir qu'il n'y a pas que le mental qui a le contrôle. Il y a d'autres parties de nous qui, justement, nos émotions, quand elles arrivent, elles prennent le contrôle. Le mental, il peut faire ce qu'il veut, l'émotion, elle est là. Et puis, ça crée les sensations qui vont avec. Donc, moi, je considérais plutôt l'hypnose comme une prise de contrôle sur soi, une reprise de contrôle sur soi.
Et ça va aller avec la baguette magique. L'idée, c'est que l'hypnotiseur ou le praticien en hypnose, il n'a pas de pouvoir particulier. C'est pas lui qui prend le pouvoir, en tout cas pour moi c'est pas ma définition de l'hypnose. Il ne faudrait pas demander ça à Mesmer parce que lui je pense que le dirait autrement, mais moi je suis là pour... j'ai pas de baguette magique, je ne sais pas vous endormir, enlever le problème et vous réveiller. Par contre je suis persuadé que chacun a en soi sa propre baguette magique. Et le tout c'est de trouver où elle est et comment elle fonctionne. Donc moi je suis un chercheur de baguettes magiques. J'accompagne les gens à aller comprendre les fonctionnements qu'ils ont à l'intérieur, comment aujourd'hui la baguette magique ne marche pas exactement comme ils voudraient, et voir avec eux de quelle façon ils vont pouvoir reprendre le contrôle là-dessus. Après aussi le sommeil, est-ce que je vais dormir ça fera un peu cher la sieste quand même, puis moi du coup je parlerai dans le vide à des clients qui font la sieste. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui ont déjà testé l'hypnose, mais en fait on ne dort pas, on est même plutôt plus éveillé, plus à l'écoute de soi-même, plus connecté à plein de choses. Effectivement ça y ressemble parce qu'on a les yeux fermés, puis le corps ne bouge plus beaucoup. Et encore, des fois le corps bouge pas mal. Donc voilà pour ma définition de l'hypnose à moi. Pour moi, l'hypnose, c'est un état de conscience modifié, induit par les techniques de communication utilisées par un praticien. C'est important dans la définition, ça, parce qu'on peut faire de l'auto-hypnose aussi. Il y a aussi d'autres états de conscience modifiés qu'on peut atteindre, la méditation, les rêveries, parfois même quand on regarde un film, on est tellement absorbé dans le film qu'on ressent des émotions, on ressent des choses, et pourtant on sait que c'est fictif. Quand on lit un livre, c'est des petits caractères noirs sur une page blanche, puis au bout d'un moment on voit des paysages, on voit des personnages, on a de la colère, de la tristesse, mais c'est pas guidé par un praticien. Par un praticien qui vous accompagne, permettant de se reconnecter à un ensemble de ressources intérieures, de savoir, de savoir-faire. L'idée que j'ai moi, ma croyance, c'est qu'on a tous à l'intérieur de nous toutes les réponses à nos questions, toutes les solutions à nos problèmes. Sauf que la plupart du temps, on nous a appris à le chercher avec le mental. Et du coup, le mental, il n'est pas capable d'accéder à tout un tas de choses, alors qu'elles sont bien là. Mais il faut trouver d'autres moyens pour y accéder. Et ensuite, la deuxième partie de la définition, c'est ce côté comment on crée le changement. Une fois que l'état d'hypnose a été amené par ces méthodes de communication, quelles sont les techniques qui vont permettre de réinterpréter quelque chose, de changer une croyance, de désensibiliser une émotion. Donc c'est tout un tas de cheminements de pensée. On pourrait appeler ça des protocoles, des techniques, des méthodes. Suivant chaque praticien, c'est un peu différent, mais on retrouve souvent les mêmes briques de base qui peuvent être assemblées en protocole tout fait, que certains praticiens vont vous lire. Ou alors ça peut être juste chaque brique qui, au moment où ça se présente, en fonction de ce qui vous vient, qui est mis en place pour vous permettre d'avancer. Comment ça fonctionne l'hypnose ? Alors j'aimerais d'abord vous parler des 4 fenêtres du savoir. Ça c'est une notion qu'a intégré Jung au départ, enfin qu'a abordé Jung au départ. En fait on a différentes façons de percevoir le monde, différentes façons d'apprendre de notre environnement. On a le mental, on peut apprendre plein de choses avec notre mental, on peut apprendre nos tables de multiplication, on peut apprendre le plan du métro, on peut apprendre des choses comme ça. Mais on a d'autres façons d'apprendre des choses aussi. Quand vous faites vos lacets par exemple, c'est pas le mental qui fait le lacet, c'est vos doigts qui savent comment le lacet il se fait et comment... Vous avez appris avec vos sensations. C'est la sensation des doigts qui font les lacets qui est l'apprentissage. On peut apprendre aussi de ses émotions. Souvent, c'est assez lié. C'est-à-dire qu'une certaine sensation, un stimulus, va arriver et vous ramener cette émotion qui a été apprise. Alors ensuite, Jung, lui, parlait, pour la dernière fenêtre, de l'intuition. C'est vrai que parfois, on a des intuitions. Puis ensuite, moi, j'ai continué à lire, j'ai lu Gallegos. Gallegos, lui, il parle plutôt de l'imaginaire. Notre imaginaire profond. Celui qui crée les rêves, celui que, justement, on va plutôt utiliser en hypnose. En fait, Gallegos explique que pour Jung, ses intuitions à lui venaient sous forme imaginaire. Donc c'est pour ça qu'il a mis l'intuition à la place de l'imaginaire. Maintenant, des intuitions, on en a tous à différents niveaux. Parfois, on a une intuition mentale, on a une idée qui nous vient pour résoudre un problème mental. On a une intuition émotionnelle. On sent une émotion, on se dit « Ah, il faut que j'y aille pas », on sent le truc. Ou même dans les sens. Tiens, là, je sens que dans cet endroit-là, soit je suis en sécurité ou je ne suis pas en sécurité. Donc les intuitions, on peut les avoir un petit peu partout. Et peut-être la dernière fenêtre, ça pourrait être l'imaginaire. Et l'hypnose, justement, va travailler sur ces 3 dernières fenêtres. On essaie de poser le mental à l'entrée du cabinet, où on lui demande juste d'observer et de faire le dialogue avec moi pour que je sache ce qui se passe. Et on va aller travailler sur les sensations, les émotions, et tout l'imaginaire qui peut être lié à ça,
et d'où vont pouvoir émerger toutes les solutions. Ensuite, en hypnose, on va pouvoir, ce qu'on appelle, travailler avec les parties. On a tous plein de parties en nous. Ouais, il y a une partie de moi qui voudrait bien arrêter de fumer, mais il y a une partie qui trouve que c'est quand même sympa et c'est agréable. Il y a une partie de moi qui voudrait faire un régime, mais il y a une partie qui dit que le petit éclair au chocolat, il a l'air bon. Il y a une partie de moi qui a appris un jour que quand on me regarde de haut comme ça, je dois me sentir tout petit et que je ne peux plus parler, ou que s'il y a un public qui m'écoute, j'ai toutes les chances de me planter, donc ma voix se ferme et je ne peux plus parler. De travail avec les parties. Je ne sais pas si ça vous parle. Je crois que l'hypnose permet de réelles prises de conscience. On parle souvent on dit qu'on travaille avec l'inconscient. Je pense que c'est surtout mettre une communication entre l'inconscient et le conscient. Ça arrive parfois que des gens, suite à un accident, quand ils frôlent la mort, etc., vont du jour au lendemain changer toute leur vie et se mettre à faire les choses qui leur paraissaient vraiment importantes, mais ils n'en avaient pas conscience avant et d'un seul coup, ils en prennent conscience. Je pense qu'une séance d'hypnose va amener un moment comme ça, un moment où on se reconnecte entièrement à soi, un moment où, parmi ces 4 fenêtres, plutôt que d'avoir la dictature du mental, on va mettre de la démocratie entre tout le monde. On va écouter à la fois son mental, mais aussi ses sensations, ses émotions, son imaginaire. Et ça va permettre à un moment de se dire « Ouais, c'est ça le truc. C'est comme ça que je veux fonctionner, c'est vers ça que je veux aller. » Et c'est aussi ça qui participe au changement et qui fait que le changement semble peut-être un peu magique parfois, parce que ça amène le bon moment, l'ensemble des choses et les circonstances qui font qu'il y a une vraie prise de conscience intérieure. C'est pas juste je sais qu'il faudrait que je sois comme ci ou comme ça, c'est je le sens, je le vis, je le ressens. Ça peut être assez intense parfois. Et ça permet d'accéder à tous nos automatismes, toutes les choses qu'on fait justement sans réfléchir. La cigarette qui se retrouve à la main allumée alors qu'on n'a même pas pensé qu'on voulait en fumer une. La deuxième ou troisième ou quatrième assiette qu'on se resserre parce que ça fait du bien et que peut-être ça étouffe une émotion particulière quelque part. Voilà, tout ce qui est automatique chez nous. L'hypnose, je vous disais, donc on utilise des techniques. Une fois qu'on a atteint l'état d'hypnose grâce à la communication, on va utiliser des techniques pour ce qu'on pourrait appeler des leviers de changement, des choses qui vont permettre d'activer le changement. Dans les leviers de changement, on a par exemple la désensibilisation. Si à un moment donné, je ne sais pas, face à un public, quand c'est le moment de parler, vous avez une grosse émotion, un truc qui arrive, on va pouvoir travailler dessus en symbolique ou de différentes façons et faire en sorte que ça reprenne juste une place normale. Vous savez, le trac, je ne sais plus qui c'est qui disait c'est normal d'avoir le trac. Ah ouais, non, moi je ne l'ai pas, vous inquiétez pas, ça viendra avec le talent. Donc voilà, c'est toujours normal d'avoir une petite sensation, une émotion qui va être là notre moteur, mais si elle est trop grosse, si elle a trop été entraînée à vouloir protéger, c'est quelque chose qui peut nous bloquer. Donc on peut désensibiliser. On peut réinterpréter. Parfois on peut porter un jugement. On a tous à l'intérieur de nous des logiques illogiques ou des logiques qui ne sont propres qu'à nous. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure qui me disait moi j'ai pas le droit d'être plus heureuse que ma sœur. Il faut que ma sœur soit heureuse, c'est à moi de faire en sorte qu'elle puisse être heureuse. Et du coup moi j'ai pas le droit d'être heureuse si elle ne l'est pas ou si elle ne l'est pas plus que moi. Et c'est une logique qui est très logique pour elle à l'intérieur, pour cette personne-là. Et on a tous des choses comme ça. À un moment, on peut réinterpréter un jugement qu'on a porté sur une situation, qu'on porte sur nous-mêmes. Moi, je n'ai pas le droit au bonheur. Ça peut être un jugement qu'on peut avoir sur soi. Ou je suis quelqu'un de trouillard. Ça reste une croyance, mais ça peut se modifier, une croyance, on peut réinterpréter. Donc c'est un deuxième levier de changement. On peut faire ce qu'on appelle des négociations. Je parlais tout à l'heure des différentes parties de nous, la partie qui veut qu'un truc, puis une autre qui veut un autre truc. On va pouvoir les faire discuter entre elles pour qu'elles se mettent d'accord et qu'elles arrivent à atteindre les objectifs de chacune en modifiant les comportements. Moi, je pars toujours du principe que tout ce que notre inconscient met en place répond à une problématique. Il y a une intention utile, une intention positive. Par contre, la méthode pour atteindre cette intention n'est pas toujours la meilleure. Quelqu'un qui a un accident de voiture va développer une phobie de la voiture. L'inconscient, c'est bon, tu montes plus dans une voiture, moi je suis tranquille, on risque plus de mourir. La personne, oui, mais moi je peux plus aller au travail, je peux plus me déplacer, j'ai cette émotion-là dès que j'approche d'une voiture. Ok, donc il y a une intention utile, la méthode n'est pas forcément la plus cohérente avec l'ensemble de la personne. Donc on négocie. On a la notion de nouveau choix. Moi j'ai toujours agi comme ça.
ok, et à un moment donné, une autre façon d'agir peut dire « Ah ouais, tiens, peut-être que je pourrais faire comme ça ». Et ça fait partie des choses qui peuvent émerger grâce à l'état d'hypnose. Après, sur les 2 derniers, des fois, ça pique un petit peu plus. On a le levier de responsabilisation. Celui-là, c'est juste de se dire qu'on est tous 100% responsables de ce qu'on ressent. Comme ça va, mais se dire que voilà, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que les autres nous font, peu importe ce que la vie nous fait ou nous amène, ce qu'on ressent, c'est nous-mêmes qui sommes 100% responsables. C'est la façon dont on voit les choses, c'est ce qu'on se raconte dessus, c'est les jugements qu'on va avoir qui va faire ce qu'on ressent. C'est pas ce qui s'est passé. Je crois que c'est les enfants de Erikson. On prête cette histoire-là aux enfants d'Erikson, qui étaient sur une plage, les deux, en train de jouer, et puis là, il y a une vague qui arrive, quand même les 2 enfants. Et le premier se relève, maman, j'ai tout mouillé, la vague m'a emmené. Et tout affolé. Et puis l'autre, il se relève, waouh, super, c'est quand la prochaine vague, elle est où? Et en fait, il est arrivé la même chose aux 2 enfants, mais ils ne l'ont pas vécu de la même façon. Et parce qu'on est, je le répète une nouvelle fois, on est tous 100% responsables de ce qu'on... Alors quand je dis responsable, on ne le choisit pas forcément. Ça fait partie de nos apprentissages, ça fait partie... C'est pas le mental qui gère ça. Mais quand on prend conscience que tout ce qu'on ressent, c'est quelque chose à l'intérieur de nous qui nous fait ressentir, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, bah, là on peut commencer à se dire, je sais sur quoi je vais travailler. Un exercice qui pique un peu des fois, qu'on peut s'amuser à faire, c'est vous prenez la personne que vous détestez le plus. Celle où vous dites, tiens, cette personne-là, si on pouvait la retirer de la terre s'en porterait mieux. Et puis vous listez tout ce qui vous énerve chez elle, tout ce qui vous gratte. Une fois que vous avez tout listé, bah, vous savez tous ceux sur quoi vous avez besoin de travailler. Enfin, sur lequel vous pouvez travailler, pas forcément besoin, mais... Parce qu'en fait, on devrait pouvoir être neutre par rapport à quelque chose. Alors, sauf si ça touche vraiment des valeurs, sauf si je suis d'accord, hein, je ne veux pas aller dans l'excès non plus, mais quand quelque chose nous énerve chez quelqu'un, c'est que ça résonne chez nous. Un exemple qui est assez parlant, c'est, je ne sais pas si vous connaissez le film Retour vers le futur, il y a Biff, le gros costaud, là, et puis le père de Marty, qui lui, c'est tout petit. Il y a quelqu'un là-dedans. Et en fait, ces 2 personnes-là ont la même blessure, la même problématique vis-à-vis de l'assurance, vis-à-vis de la confiance en soi. Sauf qu'il y en a un qui a choisi d'y répondre en étant le gros costaud qui tape sur tout le monde, puis l'autre qui a choisi de se dire non, moi je me fais tout petit et personne ne me voit. Et c'est pour ça que ils ont du mal. Puis au bout d'un moment, ça s'inverse même. Il y a le père de Marty qui arrive à mettre une droite à Biff et lui, il se dit ah tiens, lui il fait comme ça, je vais faire pareil. Et en fait, ils sont sur la même blessure, la même problématique, et c'est pour ça que ça résonne. Ok pour la responsabilisation? Et le petit dernier aussi qui est des fois plus dur, c'est l'acceptation. C'est juste de pouvoir accepter que parfois les choses sont comme elles sont, et qu'on n'a pas le contrôle sur tout. Alors l'acceptation, on peut aussi le voir de différentes façons. Parce que souvent on dit qu'il faut s'accepter, ou il faut accepter les choses telles qu'elles sont. On peut aussi le voir comme reconnaître que ça existe. Quand je parlais tout à l'heure, même dans la responsabilisation, de choses comme ça, c'est juste de reconnaître que, ok, quand j'ai telle situation, je ressens telle émotion. C'est pas dire que je veux pas la changer, mais c'est accepter le fait qu'aujourd'hui c'est comme ça. À partir du moment où on a accepté le fait qu'aujourd'hui c'est comme ça, alors ça peut permettre de commencer à travailler dessus. Quelque chose qu'on refuse d'accepter, on ne le voit même pas, on ne s'en rend pas compte. Et du coup, c'est impossible de travailler ou d'avancer. Bon, l'acceptation, on peut le voir de 2 façons. Maintenant, je sais qu'il y avait Katie Byron, je crois, qui travaille beaucoup sur l'acceptation et sur des choses des fois un peu compliquées. C'était une personne qui avait un cancer, qui venait la voir, qui était un peu effondrée, etc. Et elle va le voir, elle lui dit ok, donnez-moi 3 bonnes raisons pour lesquelles vous avez ce cancer. Et moi, je vous donne la première, c'est que vous l'avez. Ça pique un peu, mais parfois il faut pouvoir passer par cette phase-là, de se dire ok, les choses elles sont comme ça. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Comment j'avance avec ça? Moi, je m'appuie toujours sur cette vieille sagesse indienne qui se dit tout ce qui arrive, c'est exactement ce qui doit nous arriver. C'est pas forcément ce qu'on veut, mais c'est ce dont on a besoin. Et toutes les choses, tout ce que l'univers nous envoie, c'est pour nous faire avancer, nous faire évoluer. Ça, c'est ma croyance à moi. C'est une croyance comme une autre, hein. On peut aussi croire que tout ce que nous envoie l'univers, c'est pour me faire chier, c'est pour que j'avance pas. Les 2 croyances se valent, hein. Après, tout dépend de ce que ça vous fait à l'intérieur. Moi, je préfère la première parce que du coup, je me dis, ok, je vais trouver quelque chose qui ça va me faire mieux à l'intérieur que si je me dis que c'est l'univers entier qui m'en veut.
Donc voilà pour les principaux leviers de changement qu'on utilise en hypnose. Et pour finir, du coup, on va aller voir comment ça marche sur les émotions. Parce qu'on a vu tout à l'heure, donc l'émotion commence par un stimulus. À ce moment-là, l'hypnose va pouvoir intervenir pour diminuer l'intensité, pour désensibiliser ce stimulus qui est perçu, afin que ça soit moins fort. Au moment où on va faire la comparaison à notre base de données interne, là, l'hypnose va permettre de venir réinterpréter la façon dont on a stocké les liens de tel stimulus va avec telle émotion. Refaire une régression et revenir au moment où on a appris ça et pouvoir le changer. Modifier les apprentissages du passé. La réaction physiologique, là encore, on va pouvoir faire une désensibilisation, diminuer l'intensité de cette réaction. Cette boule de trac là qui empêche de parler, elle peut être juste présente là pour donner l'énergie suffisante pour avancer. Au moment de la prise de conscience, on va pouvoir anticiper, connaître un petit peu mieux notre fonctionnement, ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle, prendre conscience que c'est comme ça que ça marche et pour nous, qu'est-ce qui déclenche quoi et à quel moment. Et du coup, ça permet de prendre un petit peu plus tôt conscience et comme je vous disais tout à l'heure, plutôt que de continuer à auto-alimenter, faire en sorte de dire ok, j'ai reconnu, j'accepte que c'est là et voilà, je ne vais pas me mettre la rate au courbouillon, je vais essayer de faire autrement. Et puis au niveau de l'auto-alimentation, c'est le même principe, c'est réinterpréter les jugements qui font qu'on est en colère d'être en colère. Ok, je suis en colère, mais je ne suis pas obligé de me mettre encore plus en colère. Je peux réinterpréter, je peux changer la façon dont je me juge moi-même. Et du coup, limiter l'auto-alimentation. Voilà, donc je vous ai un peu expliqué ma vision à moi des émotions. Je pense qu'il y a d'autres qui ont d'autres visions, mais moi c'est comme ça que je les vois. Ma vision aussi à moi de l'hypnose, qu'est-ce que ça permet, comment ça fonctionne, et puis comment l'un et l'autre l'un peut apporter à l'autre, comment l'hypnose va vous permettre de dépasser, de surmonter, de gérer autrement vos émotions. Donc je ne sais pas si vous avez des questions, des remarques par rapport à tout ça. Ah, c'est mieux comme ça, je vous vois. C'est clair pour tout le monde? Très bien. Merci à vous d'être venus. Merci de m'avoir écouté. Je peux voir de rien. Je vous laisse mes contacts s'il y en a qui sont intéressés. Et puis sinon, je suis sur le stand par là-bas. S'il y en a qui veulent même découvrir l'hypnose, alors je ne peux pas faire une séance de travail là aujourd'hui, mais faire des petits jeux hypnotiques, des petits jeux d'imagination pour aller voir comment vous allez en état d'hypnose. C'est toujours intéressant de se connecter à d'autres parties qu'on ne connaît pas forcément. Voilà. De rien.